Alors bien sûr que ça résulte d'une politique délibérée, mais parfois dans les sphères militantes, on minore les questions de poids des conditions matérielles et objectives. Or, la politique, elle se réalise à partir de ces réalités. Et on a une succession de gouvernements de droite qui ont dû faire face à deux vrais problèmes. Un problème de crise économique réel, ils sont pris à la gorge et soit il faut qu'ils changent le système économique, ce qu'ils refusent de faire par définition puisqu'il faudrait s'attaquer à la question du capital, soit ils trouvent des solutions pour faire à moindre coût avec le dogme de l'austérité. Et c'est la raison du plan Europe 2020 qui a décidé de non plus, comme c'était le cas jusqu'en l'an 2000, demander au privé d'investir dans le public, mais de dire c'est fini, c'est à l'argent public de créer les conditions du développement du privé et non pas du public. C'est vrai pour tous les services publics, dont l'éducation. Et donc, crise économique et crise démographique avec le croisement du départ en retraite des baby-boomers de l'après-guerre qui s'est déroulé fin des années 90, début des années 2000 et l'arrivée d'une nouvelle génération, du baby-boom de l'an 2000 qui a fait vraiment une grosse augmentation du nombre d'élèves. Et donc les gouvernements de droite ont subi ces contraintes, mais ils les ont retournées, ils ont fait du judo pour les imposer et dire face à ces difficultés, il faut faire des efforts. Et du coup, à chaque décision, chaque année, ils ont attribué davantage de postes au privé qu'au public. Je dis ça pas dans l'absolu, mais en proportion du nombre d'élèves que devait accueillir. Ils ont permis au privé d'accueillir plus d'élèves et donc encore plus de profs et en proportion, ils ont gagné davantage. Ils ont obligé les communes à financer davantage l'école privée grâce à la loi Carle qui est directement inspirée des politiques européennes pour obliger à financer autant les établissements privés que les établissements publics sur le fonctionnement. Et Blanquer a étendu ça à la maternelle pour faciliter l'élargissement. Mais maintenant que la vague démographique recule chez les élèves, le privé a un gros problème, qui est que s'ils veulent éviter un plan social, il faut continuer à ce qu'ils recrutent toujours autant. Or, c'est bien ça qui traduit l'offensive Oudéa Castéra, qui était grossière, mais qui traduit plus généralement les logiques politiques d'arrière-plan. Donc, ils utilisent des conditions matérielles pour imposer, dans un pays où le public était fort, une valeur d'égalité, une contre-politique qui ne dit pas son nom. Il y a deux articles dans la revue La Pensée, le mien et celui de Pierre Merle, qui sont complémentaires. La vague du baby-boom de l'an 2000 a permis au privé d'avoir davantage le choix dans les clients qu'ils recrutaient. Je veux dire, le privé et les gouvernements de droite font croire que la valeur qu'ils portent, la politique qu'ils portent, c'est permettre aux familles de choisir. En réalité, c'est l'inverse. C'est les établissements élitistes qui choisissent leurs élèves. Et donc, ils ont pu recruter davantage dans les familles fortement diplômées, qui pouvaient payer rubis sur l'ongle, et qui, parce ce sont des familles fortement diplômées, élèvent à la maison leurs enfants sur le mode le plus proche de l'école. Et donc, ils s'assurent de très forts taux de réussite aux examens, et ils peuvent présenter ces taux de réussite comme étant leur propre, la traduction de leur propre qualité pédagogique. Et donc, cette vague de montée démographique qui leur a permis d'encore embourgeoiser le public, Pierre Merle montre très bien que, notamment sous la présidence Macron, mais ça avait commencé avant, notamment sous la présidence Macron, eh bien les collèges privés se sont embourgeoisés dans leur recrutement, mais bien au-delà. Les collèges des quartiers populaires se sont popularisés dans leur recrutement. Les collèges de l'entre-deux se sont encore plus spécialisés dans l'entre-deux social. Et donc, il y a une espèce de spécialisation sociale des collèges. Mais ce que Pierre Merle montre, et qui me semble une nouveauté, c'est qu'il y a une conséquence sur les résultats. C'est-à-dire que dans les classes de plus en plus homogènes, eh bien, le niveau s'homogénéise par le haut ou par le bas et creuse les écarts. Alors que toutes ces politiques nous disent, oui, du fait de PISA, il va falloir faire des réformes. Non, ce sont ces réformes qui expliquent les résultats PISA inégalitaires.
première des conditions, c'est changer le rapport de force. Parce que dans les têtes, il y a beaucoup de parents, de familles qui sont eux-mêmes redevables à l'école publique de leur propre promotion sociale, qui sont découragés des mauvaises conditions de scolarisation dans l'établissement du quartier. Des profs non remplacés, des profs pas présents dès la rentrée, pas de profs de maths disponibles comme remplaçants dans toute une académie. Enfin, on est au-delà de l'imaginable. Et donc, ces politiques découragent les parents de scolariser dans le public et facilitent la scolarisation dans le privé jusqu'aux propositions de chèques éducation portées par la droite et l'extrême droite pour payer le surplus scolaire, le parascolaire, le périscolaire. Et donc, une des premières choses, c'est d'expliquer, de démontrer qu'il y a des politiques inégalitaires et de permettre la transparence sur l'utilisation de l'argent public et sur le fait qu'il y a une grande opacité. Donc cette première des choses permettra de faire monter le niveau de conscience et au-delà de mener la bataille parlementaire sur des conditions de vérification et des contraintes sur l'utilisation de l'argent public donné au privé. Une fois qu'on aura mis dans la tête largement le côté injuste de cette utilisation, on pourra passer à une deuxième phase, c'est remettre en cause le fait de verser de l'argent public à l'argent privé. Mais pour arriver à cet objectif, il faut déjà franchir la première étape.